Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau face-à-face au Presse Club de France, pour un débat qui va être passionnant sur un sujet évidemment sensible et avec deux hautes personnalités qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous Bernard Accoyer. Bonjour. Bonjour Jean Jouzel. Bonjour. Je vous présente brièvement pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, mais qui ne vous connaissent pas, Bernard Accoyer, ancien ministre, vous avez été président de l'Assemblée nationale de 2007 à 2012. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est que vous êtes devenu un spécialiste de la question du nucléaire. Vous êtes l'auteur, avec notre consoeur Chantal Didier, de Une affaire d'État, la tentative de sabordage du nucléaire français. C'est aux éditions Hugo Doc, je le montre ici. Et puis Jean Jouzel, évidemment, climatologue, une sommité scientifique, médaille d'or notamment du CNRS, qui est la plus haute distinction scientifique française. Vous êtes ancien vice-président du GIEC et à ce titre, excusez du peu, co-prix Nobel de la paix en 2007. Le nucléaire peut-il sauver le climat? En tout cas, c'est votre conviction, Bernard Accoyer. On va commencer avec vous. Alors, merci de cette invitation et de retrouver le Presse Club. Le nucléaire fait partie des outils pour relever le défi terrible qu'est le défi climatique dont Jean Jouzel, que je suis heureux de retrouver, nous parlera admirablement. C'est un des outils, le GIEC qu'a présidé Jean Jouzel et l'AIE le reconnaissent. La France a dans le domaine nucléaire une expertise, une expérience, une image, une histoire qui sont remarquables et qui non seulement ont permis aux Français de disposer d'une électricité fiable et bon marché pendant des décennies, mais qui de surcroît est une électricité décarbonée et pilotable. Or, le caractère décarboné et pilotable de l'énergie, une énergie dont on aura évidemment besoin, même s'il faut d'abord l'économiser, est un élément qui est devenu particulièrement important aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je plaide, et nous plaidons, et nous sommes nombreux à plaider, pour que cette filière, ce savoir-faire, cet atout qui a donné à la France la première place quant à nos émissions en gaz carbonique par habitant, soit non pas maltraité comme il l'a été à notre avis depuis une vingtaine d'années et surtout depuis 10 ans, mais au contraire que dans la transparence, dans la qualité, dans un effort scientifique qui manque cruellement aujourd'hui pour appuyer les décisions publiques, eh bien le nucléaire retrouve toute sa place dans le mix. D'abord la conserve et ensuite permettre de franchir le cap qui sont ceux du défi climatique. Je vous coupe la parole. Bernard Accoyer, vous êtes défenseur du nucléaire, c'est évidemment parfaitement votre droit. On a l'impression que vous êtes défenseur du nucléaire moins pour des raisons de sauvetage climatique que pour sauver une filière d'excellence française, pour des raisons finalement, on va dire, économiques, industrielles et de patriotisme économique. Alors, aujourd'hui, la priorité, le défi de l'humanité, c'est quand même le défi du réchauffement climatique et de l'épuisement des ressources naturelles. Et c'est la raison pour laquelle ma conviction, et c'est aussi la raison pour laquelle me suis intéressé au nucléaire, c'est par son cerveau, par ses connaissances, par la science, que l'homme a su, depuis la nuit des temps, relever tous les défis qu'il a eu à surmonter. Aujourd'hui, l'homme ne pourra surmonter le défi climatique en espérant qu'il puisse le surmonter, comme d'ailleurs le défi alimentaire, celui de la ressource en eau, que en utilisant ses connaissances, son cerveau, ses moyens. Or, le nucléaire, et en particulier le nucléaire durable, c'est-à-dire celui qui détruit ses propres déchets, mais que malheureusement certains se sont acharnés à planter dans notre pays. C'est dramatique parce que nous avions, au moment de Superphénix, en 97, 20 ans d'avance sur tous les autres pays nucléarisés. Il faut retrouver cette conviction qui a été une grande réussite et qui a été peu à peu érodée par ce que je crois une action pensée, coordonnée, peut-être inconsciente et souvent accompagnée de beaucoup d'ignorance,
et qui a fait que la France n'est plus dans la situation privilégiée qui était la sienne en matière d'énergie nucléaire. Jean Jouzel, est-ce que le nucléaire est, si ce n'est la solution, l'une des solutions pour contenir le réchauffement climatique? L'une des solutions. En fait, le point de départ de ce débat, c'est quand, disons, c'était à Annecy, hein, Bernard. Oui. C'est sur les terres de Bernard Accoyer, là. J'étais sur la terre de Bernard Accoyer l'an dernier, voilà. Donc, j'ai fait une présentation. Disons, plus orientée sur le changement climatique. Et effectivement, à la fin de cette présentation, disons, on a un peu discuté d'énergie. Et j'ai effectivement dit qu'un de mes regrets, et pour moi une des priorités de notre pays, disons, un de mes regrets, c'est le retard que nous prenons dans le développement des renouvelables. Ça, c'est très clair, c'était le point de départ. Bien sûr, voilà, je peux peut-être préciser quand même que, je suis rentré en 68 au CEA, j'y suis toujours. Donc, mais ça ne fait pas de moi un spécialiste du nucléaire. Moi, j'ai toujours travaillé sur les problèmes du taux de climat. Mais je connais quand même bien la maison. Donc voilà, donc on a discuté. Donc, bien sûr, je reconnais pleinement le mérite du nucléaire dans la lutte contre, énergie bas carbone, tout cela, bien sûr, bien évidemment. Mais c'est vrai que j'ai dit mon regret que le renouvelable ne se développait pas au rythme prévu. Disons, en 2020, eh bien, nous étions, c'était plutôt 23% de l'énergie, promis. Disons, dans le cadre européen, on était à 19%. En 2023, en termes, je reprends parce que c'était donc je préfère, voilà, en termes d'installation, c'était, on avait, c'était 24, alors je pense que c'était terawattheures promis en 2023, et on en avait 17. Offshore, on avait le plan, c'était d'en avoir 2,4. Déjà offshore, on a 0, toujours. Et puis en solaire, eh bien, on avait 2 fois moins que prévu. Emmanuel Macron, en 2017, il promet, et c'était dans la stratégie nationale bas carbone, c'est très clair, il promet de doubler dans le renouvelable, il promet de doublement annoncer. Et en fait, il y a une augmentation de 28 et 34%. C'est pas pareil. Disons, donc, j'ai effectivement regretté, c'est le point de départ de notre débat aujourd'hui, hein, parce que c'est comme ça. Et je vais essayer de. C'était avant la publication du rapport de RTE et la publication du rapport du GIEC, le dernier rapport du GIEC. Et je pense vraiment que ces deux rapports m'ont plutôt conforté dans ce regret. Je le dis, et j'ai été parmi des scientifiques qui ont rencontré le président Macron la semaine dernière, et c'est une des choses que je lui ai dit, mon regret de ce développement du renouvelable, de cette lenteur dans le développement du renouvelable. C'est le point de départ. Donc pourquoi? Alors, d'abord, parlons un peu climat, pas trop, moi je ne vais pas être trop long, mais bon, bien sûr, accord de Paris, on parle de 2 degrés, moins 1,5 degré. À 2 degrés, on associe neutralité carbone à horizon dans la deuxième partie du XXIe siècle. Alors, il faut bien comprendre, c'est très simple. Hein, si on veut stabiliser le climat, il faut donc l'effet de serre arrête d'augmenter. C'est aussi simple que ça. Alors, voilà, donc, disons que il y a eu ensuite, on mettait beaucoup moins l'accent sur le 1,5 degré, et il y a eu un rapport donc commandé par les Nations Unies donc sur ce que serait un climat à 1,5 degré. En fait, ce sont les pays les plus vulnérables qui souhaitaient mettre en avant plutôt ce souhait de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Voilà. Donc, il s'avère qu'effectivement, 1,5 degré ça compte, 1/10 de degré ça compte, et disons de façon simple, alors c'est pas le GIEC qui décide, c'est une décision politique, c'est le niveau de limitation, il faut bien voir. C'est la Convention de climat, ce sont les Nations Unies qui décident de ce niveau. Et en gros, quand même, la conclusion du rapport de 2018, c'est que ce serait quand même beaucoup mieux pour les jeunes d'aujourd'hui, plus facile de s'adapter au réchauffement climatique, si on réussissait à maintenir le réchauffement à 1,5 degré plutôt qu'à 2 degrés. Enfin, je fais ça. Et à 1,5 degré est associée une
c'est une condition nécessaire, pas suffisante, en tout cas nécessaire, grosso modo. Bon, il faudrait quand même mieux avoir neutralité carbone en 2050. Donc c'est assez récent. Ce qui est intéressant, c'est que, disons, c'est en gros formaliser cette neutralité carbone en 2050 en 2018. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est que 3 ans après, on est à Glasgow en 2021, donc à la fin de l'année dernière, de la conférence de Glasgow. Eh bien, on ne parle plus que de 1,5 degré et on ne parle plus que de la neutralité carbone en 2050. Et 120 pays, pour le moment, l'ont adopté. Alors, dans un sens, dans le cas de notre pays, c'est dans le cadre d'une loi. Disons, cette neutralité carbone est inscrite dans la loi climat résilience. C'est une division par 6 de nos émissions. Donc, voilà où nous en étions. Et le dernier rapport du GIEC sur les solutions, il est quand même intéressant par rapport au débat qu'on a aujourd'hui. Ce qu'il nous dit, c'est que, en gros, on va se placer. C'est le problème de l'urgence. C'est maintenant qu'il faut agir. Donc, et le problème, c'est que le CO2 s'accumule dans l'atmosphère. Pour les autres gaz aussi, pour le N2O, pour le méthane, c'est un peu plus rapide. Donc, par exemple, ce rapport du GIEC, si on regarde d'ici 2030, nous dit clairement qu'à l'échelle planétaire, l'apport du nucléaire à l'échelle planétaire sera, disons, par rapport à ce qu'il apporte actuellement dans la lutte contre le changement climatique, n'apportera pratiquement rien de nouveau. C'est très clair, c'est à l'échelle planétaire. C'est vrai d'ailleurs aussi pour la France, puisqu'on aura... Bon, mais justement, expliquez-moi pourquoi... et là, on se concentre sur notre débat, parce que sur le constat, je pense que tout le monde dans cette salle est à peu près d'accord. Pourquoi est-ce que le renouvelable serait préférable au nucléaire? Non, il n'est pas préférable. Ce qu'on doit faire actuellement, c'est diminuer nos émissions. En tout cas, on s'est engagé à diminuer nos émissions de 55% à horizon 2030. Je vais parler de cette période, et de façon très claire, que l'on... Alors, je vais ensuite venir au rapport RTE, parce que c'est important. De façon très claire, ce que nous dit le rapport RTE, c'est le premier constat en termes de mix énergétique, c'est que la France n'atteindra pas la neutralité carbone sans un développement significatif de renouvelables. C'est pour ça que je dis que ce rapport est très clair. Il y a 6 scénarios, mais dans les scénarios qui sont présentés, il n'y a aucun où la part de renouvelable, même le scénario où il y a le maximum de nucléaire, la part de renouvelable est au moins dans tous les cas 50%. C'est très important. Ensuite, si on se place sur la période 2020-2030, on voit bien que l'amélioration qu'on fera dans notre pays sera de l'efficacité énergétique, de la sobriété, mais sur le mix énergétique, les seuls progrès qu'on fera, c'est sur le renouvelable. C'était ça mon raisonnement. Donc sur les 10 ans qui viennent. Alors après, moi je pense qu'il faut aussi, on va en discuter, il faut regarder les avantages et les défauts de chacune des approches. Je pense aussi que c'est complémentaire. Je vais vous dire, soyons clairs, je ne suis pas anti-nucléaire, je ne serai pas au CEA depuis 54 ans. Et j'ai été rapporteur, j'ai été 10 ans au Conseil économique, social et environnemental. J'ai été rapporteur de la première loi, celle de 2015, au titre du CESE, de la loi énergie-climat. Je ne sais plus comment elle s'appelait, celle de Ségolène Royal. Effectivement, notre conclusion, et je garde cette conclusion pour moi, c'est que, ils sont toujours valables, me semble-t-il, c'était que l'objectif d'un développement de renouvelable, de diminuer la part du nucléaire à 50%, était intéressant parce qu'elle était équilibrée. C'est ça qui est important. Il faut avoir aussi la notion des chiffres au niveau planétaire. Au niveau planétaire, eh bien, la production du nucléaire, c'est 5% de l'énergie. Donc, il faut bien avoir ces chiffres quand on discute. C'est ça. Voilà, je ne suis pas du tout anti-nucléaire, mais je pense qu'il faut aussi prendre ces chiffres. Et donc, c'est ça pour moi les points du débat. Disons, comment fait-on pour 2030 pour respecter nos objectifs? Alors après, alors il y a un premier débat, il faut accélérer. Ensuite, est-ce qu'on fait du nucléaire ou pas? À quel rythme? Ça, c'est un autre débat et on n'est pas forcément... Ça fait partie du débat, mais disons de façon claire, il faut accélérer, vu du point de vue du climatologue, il faut accélérer le développement des renouvelables maintenant. Bon, c'est ça mon relais, c'est ce que j'ai essayé de dire dans notre discussion. Donc c'était le point de départ. Je ne sais pas si Bernard peut-être pas d'accord avec ce point de départ, mais c'est le point de départ, je pense, de notre discussion. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous êtes
d'accord sur le constat, Oui, d'accord tous les deux y compris alors moi, il y a un dernier point quand même. Le fait que la science fait partie du débat, il vaut aussi pour le renouvelable. Il vaut tout autant pour le nucléaire que pour le renouvelable. Disons, je viens ce matin de la conférence que j'ai faite ce matin, c'est aux physiciens des matériaux à Paris, hein, j'ai commencé ce matin. Eh bien, ces physiciens du matériau s'intéressent à tout ce qu'ils peuvent faire en termes de développement durable sur le renouvelable, donc on pourra en parler. Mais disons que le fait que la science soit partie du débat, elle vaut aussi pour le renouvelable. C'est ça que je veux dire. On est aussi d'accord là-dessus. Donc, vous êtes d'accord sur le constat, vous êtes d'accord sur l'intérêt du nucléaire. Ce que dit Jean Jouzel, c'est que le nucléaire au niveau mondial, ça reste marginal et qu'il faut pousser les autres renouvelables. Vous avez quelle position par rapport à ça? Je pense qu'il y a des solutions dans certains pays qui ne sont pas obligatoirement les mêmes dans d'autres pays. Quand on a la chance d'être dans un pays comme la France, qui en matière de nucléaire a été le pays où on a découvert la radioactivité, qui a eu des chercheurs et des savants et des prix Nobel multiples sur le développement du nucléaire, avec Curie, etc., qui a su construire après le premier choc pétrolier, fort de ses connaissances fondamentales, qui a su construire une filière qui était admirée dans le monde entier, le désinvestissement dans le nucléaire, dont la filière a été l'objet en France pendant plusieurs décennies, ce désinvestissement est très lourd de conséquences et ne place pas la France dans les meilleures conditions pour relever le défi de la maîtrise de ses émissions de gaz à effet de serre. Qu'il faille développer les énergies renouvelables, oui, dans le monde certainement, en France aussi, mais la priorité en France, compte tenu de ce que nous avons apporté à la sauvegarde du climat, c'est-à-dire que quand on regarde ce que la France n'a pas émis en gaz à effet de serre grâce à son nucléaire, la France est le pays le plus vertueux des pays du G7 pour cela, sur le plan historique. C'est vrai ça, Jean Jouzel? Oui, il y a un chercheur par rapport aux pays comparables. Par rapport aux pays industrialisés. Mais Bernard Accoyer, j'entends bien. Le problème, c'est de dire, vous pouvez bien dire, on peut faire du renouvelable, il faut quand même qu'on fasse du nucléaire. L'argent, il n'est pas extensible, les investissements ne sont pas extensibles. Donc, il y a des choix à faire. Pourquoi est-ce qu'il vaut mieux mettre l'accent aujourd'hui, selon vous, sur le nucléaire plutôt que sur le renouvelable? Parce que, comme le dit le GIEC, comme le dit l'AIE, le nucléaire fait partie, comme les énergies renouvelables, des moyens indispensables pour produire de l'énergie en grande quantité. Et j'ajouterai pour le nucléaire, en grande quantité, dans un espace qui peut être, et qui est, plusieurs centaines de fois plus restreint à production égale que d'autres moyens de production. Parler des nuisances, quoi. Oui, de l'occupation des sols, ce qui est devenu un sujet dans des pays comme les nôtres très, très développés. Et donc, encore une fois, je ne suis pas contre les énergies renouvelables. Je dis qu'en France, attention, nous sommes rentrés après l'action militante antinucléaire qui a pénétré les rouages de l'État. C'est ce que je développe dans ce livre. Nous sommes rentrés dans une mécanique qui, au fil du temps, a fait perdre des savoir-faire, à écarter les jeunes générations de cette filière où pourtant nous avons brillé dans le monde, nous avons eu, je l'ai dit, plusieurs prix Nobel, et donc je trouve que c'est infiniment dommage, d'autant plus que l'exemple de l'Allemagne, qui a décidé de sortir du nucléaire en deux temps, d'abord en 98, avec Schröder, qu'on retrouve d'ailleurs dans le gaz russe aujourd'hui, c'est une coïncidence certainement, mais aussi en 2011, quand Madame Merkel décide pour des raisons purement politiques. Je connais Madame Merkel, je connais la diplomatie française. J'étais hier à Genève avec une haute personnalité allemande. C'était une décision politique pour permettre à la CDU de pouvoir un jour nouer une grande coalition avec les Verts. Parce que les Verts allemands, pour eux, le nucléaire, c'est Bernard Accoyer. Il n'y a pas de mal à faire la politique. Je termine en disant que l'Allemagne, après plus de 500 milliards d'investissements dans les énergies renouvelables, l'Allemagne reste le pays qui émet le plus de gaz à effet de serre et il en augmente. Et il en augmente encore son bilan en 2021. Il y a quelque chose dont vous ne parlez pas et je voudrais quand même... voilà, parce que
je vous entends bien sur finalement les nuisances moindres du nucléaire en termes de surface. Il y a quand même un gros problème avec le nucléaire, c'est sa dangerosité. Alors, bien sûr, toutes les énergies sont dangereuses. Mais l'énergie la plus dangereuse, celle qui a fait le plus de morts, et qui va en faire, c'est l'hydraulique. Non, c'est le fossile. Ce sont les énergies fossiles. Et la pollution que les énergies fossiles, notamment de l'Allemagne, continuent d'émettre dans l'atmosphère, c'est pour des siècles et des siècles que nous aurons à en constater les effets sur la santé, sur le climat, sur le réchauffement climatique, sur l'agriculture, sur l'alimentation, sur la ressource en eau. Donc il y a là une évidence que peut-être je pourrais compléter en disant que les énergies renouvelables, elles ont énormément de qualité. Certes, elles consomment aussi beaucoup de matières premières rares, des terres rares, mais surtout, elles sont intermittentes. Et probablement les premiers qui ont promu les énergies renouvelables avaient sous-estimé le fait qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas stocker à bas prix ou à un prix raisonnable l'électricité en grande quantité ou de façon durable. On ne sait pas stocker. Et par conséquent, cette intermittence est un problème qui fait que quand on installe des énergies renouvelables, il faut doublonner les installations avec des centrales à gaz qui émettent évidemment du CO2 et qu'aujourd'hui on importe. Et c'est encore une raison supplémentaire par rapport aux avantages climatiques que cette indépendance qui avait été à l'origine d'ailleurs de la création du parc nucléaire français en 1973, après le premier choc pétrolier. Jean Jouzel. Oui, alors je vais commenter. D'abord, moi j'ai une question. Non, je pose des questions parce que vous y répondez. Vous y répondez. Non, mais on n'est pas France Info, là, Olivier. C'est encore pire. Dans le Presse Club, c'est encore pire. Non, mais je voulais. Pourquoi y a-t-il dans les rangs des écologistes en France et en Allemagne notamment une telle aversion pour le nucléaire? Est-ce qu'elle vous paraît rationnelle? Bon, elle est quand même née largement, enfin, disons, après les accidents qu'il y a eu, en particulier Fukushima, on a remis une couche, c'est très clair quand même. Il faut bien voir, disons, la dynamique. Où il n'y a pas eu un mort directement lié au nucléaire. Disons, si on va en Allemagne, c'est quand même, voilà. Donc, c'est quand même, les accidents du nucléaire ont joué un rôle dans cette prise de décision. Maintenant, moi, bon, d'abord, je ne me désintéresse pas du nucléaire. Ah, je suis allé, j'ai passé une journée à Nogent-sur-Marne, peut-être tout le monde n'a-t-il pas fait ça. J'ai dit mon regret de l'arrêt d'Astrid. Je suis allé à Cadarache, disons, voir Bernard Bigot, que je connais bien, et discuter d'ITER. Donc, c'est pas que j'ai un désintérêt, ne croyez pas cela. C'est pas cela le problème. Donc, je dirais que voilà, c'est pas dans cet esprit-là. Alors, j'aimerais quand même, j'aimerais quand même redonner quelques chiffres qui sont suivis du rapport RTE, qui est vraiment extrêmement riche. Quand on parle d'artificialisation des sols, RTE souligne que chaque année, l'artificialisation qui serait liée à un développement optimal du renouvelable, ce serait 1 à 3% de l'artificialisation des sols qu'on fait chaque année pour construire des maisons, pour construire des infrastructures, pour construire des centres commerciaux. Hein, c'est ça les chiffres, il faut les avoir en tête. Et le rapport du RTE nous dit qu'il n'y a quand même pas de problème majeur d'artificialisation des sols avec, et il y a d'autres personnes qui le disent, donc il faut avoir, on peut toujours dire ça, mais il faut avoir, c'est ce que j'essaye de dire, bon, il faut partir d'un vrai débat et des chiffres qui sont ceux du rapport de RTE qui me semblent intéressants. Il y a d'autres rapports sur l'ADEME, on peut discuter, mais c'est quand même des chiffres que vous retrouverez, hein, donc c'est important. Mais de même pour l'intermittence. Donc, d'abord, moi, je suis aussi allé, j'ai fait l'effort le plaisir d'aller, voilà, au nord de Paris, là, il y a un endroit, là, où EDF, il y a les gens aux manettes, là, il faut équilibrer la demande, l'offre et la demande. Ils sont là, je sais pas, c'est le centre de répartition. Vous discutez avec EDF, qui vous dit, mais en France, disons, en jouant un peu sur la demande, on n'a aucun problème jusqu'à 40% de renouvelable. D'autant plus que ce renouvelable, disons, quand on parle d'intermittence, c'est à moitié faux. Alors, pour deux raisons. D'abord, il est largement prédictible. Ça, c'est important. Le fait qu'il soit prédictible, on a des modèles maintenant qui sont très pour prévoir. Alors, il est prédictible à l'échéance de quelques semaines, mais il est surtout prédictible à l'échéance de quelques heures. Hein. On connaît très bien l'ensoleillement, on connaît très bien
très bien la vitesse du vent dans certaines régions. Et d'abord, bon, c'est vrai que je suis assez proche du syndicat d'énergie renouvelable. Bon, voilà, donc, enfin, je veux dire, j'essaie de discuter avec tout le monde. Bon, c'est clair que le fait, disons, passer d'intermittent à prédictible est quelque chose, est un vocabulaire très important pour eux. Il faut bien le comprendre. Hein, donc, c'est prédictible, et c'est ça le problème des gens qui sont sur les manettes. Hein, c'est de savoir combien dans 2 heures je vais avoir de courant. Donc, voilà. Les batteries. Donc, je vais quand même donner quelques chiffres de ce dernier rapport du GIEC. Donc, je ne suis pas spécialiste des coûts. Mais, que nous dit le dernier rapport du GIEC? C'est qu'entre 2010 et 2020, les coûts des panneaux solaires ont diminué de 85%, le coût de l'éolien de 50%, le coût des batteries de 85%. Hein, disons, il ne faut pas se penser, disons, quand on parle de stockage, c'est vrai que je me fais l'avocat du renouvelable, mais quand on parle de stockage, il faut avoir les chiffres. J'étais avec, disons, l'ancien directeur scientifique du CERN il y a quelques jours, qui revenait de Stanford. On est en train de construire des systèmes de batteries suffisamment importants qui devraient être capables, disons, de faire des stockages sur le saisonnier. Ça va venir. C'est ce qu'on aura dans 10 ans. Et voilà, il est très probable. Il y a un grand plan batterie. Voilà, il y a un grand plan batterie en Europe. Donc, je veux dire, disons, aller vers 40%, 30-40% je dirais alors, de prédictible, hein, je le dis volontairement, c'est pas un problème. Disons, allons-y jusqu'en 2030, c'est bien ça dont on parle. Et puis, avec l'espoir, effectivement, il y aura des développements technologiques, Bernard, dans tous les domaines, dans le nucléaire aussi. Mais il faut pas se placer, et c'est ça la vitesse des choses, il faut pas se placer dans un contexte où il va rien se passer. Alors, il va rien se passer sur le renouvelable. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. C'est vrai aussi pour les matériaux. Je le redis. Donc, effectivement, la seule façon, et c'est vrai aussi pour, on en a discuté à l'Académie des sciences, pour, disons, ce qu'on fait d'une éolienne ou disons, en fin de vie, ou bien d'un panneau solaire. Tout cela, ça progresse aussi. Donc, il ne faut pas se placer disons, dans quelque chose de statique pour le renouvelable, et puis il y a le dynamisme du côté du nucléaire. Il peut y avoir du dynamisme des deux côtés, mais on peut arriver à un point où en 2030, effectivement, c'est quand même en termes, ne serait-ce que de coût, c'est quand même, ça peut être le solaire qui gagne. Donc il faut peut-être, ça dépend, après on peut parler d'hydrogène, tout ça, il y a plein de choses, je suis pas spécialiste de l'énergie, mais voilà, ce que je pense, c'est qu'il faut partir vraiment de ces chiffres, prendre le temps de les regarder dans leur ensemble, et effectivement, pas appuyer le développement des filières renouvelables ou nucléaires sur les défauts de l'autre. Hein, parce que, voilà, il faut les appuyer sur certains avantages en coût. Après, bon, voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, c'est les points que j'ai nommés. Donc il faut quand même, l'occupation du sol, c'est pas un vrai problème. Disons, voilà, c'est quand même pas, voilà. Donc c'est pas l'occupation des sols, mais une éolienne, ça fait du dégât visuel, des dizaines de kilomètres à la ronde, quoi. Non. Moi, bon, disons, le Sénat, c'est 500 mètres, donc moi, je vais bon, j'ai pris parce que j'ai aussi des très... Attendez, non. Et puis, donc, il y a des... non. Hein? Non. Donc, moi, c'est moche ou pas, c'est autre chose, mais ça doit de loin. Hein. Donc, oui, alors, voilà, justement, et alors, donc, parlons d'acceptabilité. Je vais vous donner les chiffres. Donc, il y a l'excellent livre d'Antoine de Ravignon, que j'ai par là aussi. Donc, je vais avoir les 2 livres. Oui, quand même. Donc, mais c'est vrai, donc, je veux dire, parlons des chiffres. Bon, donc, celui-là et celui-là. Mais, bon, voilà. On va le montrer. Oui. On va le montrer, celui-là. Donc, les nucléaire, stop ou encore. Voilà, donc, les petits matins. Et par exemple, dans ce livre, on trouve effectivement, par rapport à l'acceptabilité, disons, la question posée est quand même, accepteriez-vous qu'un parc de 5 à 10 éoliennes soit installé à moins d'1 kilomètre de chez vous? C'est la question qui était posée l'an dernier, en 2019, dans différents sondages. C'était non à 32% en 2014-2015, c'était 30%, ça diminuait en 2018 30% et 28% en 2019, et c'était oui 60% en 2019 en hausse de 3 points. Donc il ne faut pas non plus cette idée qui est très répandue que les gens ne veulent absolument pas d'éoliennes dans leur domaine, c'est faux. C'est pas complètement vrai en tout cas, d'autant plus qu'il y a tout le mouvement des éoliennes citoyennes. Donc là, au contraire, les gens demandent des éoliennes. Je vous assure, moi j'ai un frère paysan et il souhaite qu'une chose, c'est d'avoir des éoliennes sur son terrain. Donc dans notre terme natal. Non, mais il ne faut pas non plus, disons, c'est peut-être une idée reçue. C'est pour ça que j'aimerais qu'il y ait plus de discussions, plus de débats sur l'acceptabilité.
Bon, voilà, donc on est là pour ça. Oui, non, mais c'est un peu ce que je voilà, donc c'est acceptable. Oui, je peux apporter quelques réponses. Bien sûr. Alors, sur les accidents, quitte à un peu secouer le cocotier, l'énergie qui a créé le moins de morts dans le monde, c'est le nucléaire. Y compris le solaire, parce qu'on tombe des toits quand on installe des panneaux, sans parler de l'extraction des matières premières, etc. Deuxièmement, tout à l'heure, Jean Zouzel nous a dit jusqu'à 40% d'énergie renouvelable, il n'y a pas de problème pour la stabilité du réseau, c'est-à-dire avoir du courant quand il n'y a pas de vent ou quand il n'y a pas de soleil. Bon. Mais 40%, c'est pas 50%. 50%, c'est ce qui avait été annoncé dans la loi de 2015 et qui devait être mis en œuvre dans cette loi dès 2025. C'était totalement utopique et je souligne cette dérive qui a fait un mal fou à la filière nucléaire française, à la filière industrielle, parce que c'est quand même la troisième filière industrielle française, 220 000 emplois, que nous en maîtrisons absolument toutes les étapes, et notamment de haute technologie. Il y a deux domaines où on maîtrise tout de A à Z, c'est l'aéronautique et le nucléaire. Donc, c'est à sauvegarder. Ensuite, le rapport RTE. C'est un rapport qui sous-estime les consommations dont on pourrait avoir besoin d'électricité en 2050, parce qu'il faut tout électrifier. Si on veut vraiment décarboner, il faut électrifier avec des électricités décarbonées, donc soit du renouvelable ou du nucléaire. Ça veut dire qu'on augmente d'électricité, on augmente notre consommation d'électricité de combien par an au cours des 30 prochaines années? C'est tout le débat. Il y a eu un débat idéologique, parce que là-dedans, dans mon bouquin, on voit bien qu'il y a un problème qui est un problème idéologique, politique, et c'est bien d'en débattre, parce que je pense qu'on peut rapprocher les points de vue. Mais sous-estimer la consommation, c'est aussi se mettre d'accord sur une société qui est différente, c'est plus la même. Entre croissance, PIB, niveau de vie et consommation d'énergie, il y a un lien. Il n'est pas directement proportionnel, mais il y a un lien. Donc c'est une autre société, celle qui se prive délibérément de l'électricité de l'énergie dont elle aurait besoin, c'est-à-dire d'une électricité décarbonée. Deux mots sur Astrid, la fermeture d'Astrid. Je suis content que Jean Jouzel soit, comme moi, choqué par la fermeture d'Astrid, d'abord parce qu'elle n'a pas respecté... Parce que j'aime bien la recherche. Oui, et puis la procédure parlementaire, car le Parlement aurait dû être consulté sur cette fermeture, car c'est inscrit dans une loi de 2006. Mais pourquoi Astrid a-t-il été fermé? J'y vois là la clé de voûte d'une action antinucléaire délibérée et coordonnée. Car il s'agit des réacteurs à neutrons rapides, qui utilisent comme combustible les déchets des réacteurs des générations précédentes. Et nous avons en France, mais c'est pareil dans tous les pays nucléarisés, pour plusieurs siècles, même plusieurs millénaires, de combustible, parce que ce sont des surgénérateurs qui produisent en réalité de la matière fissile, c'est-à-dire la possibilité de produire de l'énergie. L'un des premiers réacteurs au monde, un neutron rapide de 4e génération, c'était Rhapsody, en France. Ensuite, il y a eu Phoenix. Phoenix est un réacteur à neutrons rapides, c'est-à-dire 4e génération, qui a été raccordé au réseau jusqu'en 2009. On a eu de l'électricité qui en venait. Après, il y a eu Super Phoenix, à côté de chez moi, dans l'Ain. Super Phoenix, il fallait avoir sa peau. C'était important. Monsieur Laponge, qui est un peu le cerveau de l'antinucléarisme français, a eu la peau, quand il était au cabinet de Voynet, de Super Phoenix. La France avait, à ce moment-là, 20 ans d'avance sur les technologies nucléaires, sur le nucléaire durable. Évidemment, il fallait flinguer le nucléaire durable, parce que une fois que le nucléaire est durable, il n'y a plus beaucoup d'arguments pour se prendre au nucléaire. Et enfin, on a terminé avec Astrid. Je pense que c'était une exigence de Nicolas Hulot, qui était une personnalité extrêmement anti-nucléaire. Enfin, sur le coût, eh bien, on ne compte pas les externalités. Les externalités, c'est quoi? Eh bien, ce sont les lignes qu'il faut tracer, qu'il faut réaliser et qu'il faut faire accepter. Déjà, la Creux a prévu 106 milliards de lignes nouvelles. Bon, c'est quand même beaucoup. Enfin, deux mots sur les lobbies. Je suis président d'Assemblée qui a voulu qu'on réglemente les défenseurs des groupes d'intérêt dans leur démarche auprès des parlementaires. J'ai voulu de la transparence. Eh bien, parlons de quelques groupes d'intérêt. Le syndicat des énergies renouvelables. C'est un syndicat qui est en total conflit d'intérêts, avec des personnalités qui sont passées du ministère de l'Environnement et précisément de l'ADEME, qui, comme par hasard, à la direction du syndicat des énergies renouvelables, ou à sa présidence, et puis le lobby. Parlons-en du lobby des énergies renouvelables. Trois composantes. Une composante idéologique ou idéaliste, parce qu'il y a beaucoup d'idéalistes, et c'est heureux. Une seconde composante qui est faite des fabricants de machines, c'est-à-dire les éoliennes.
Ils sont soit danois, soit allemands, surtout, soit espagnols. Et puis, il y a une troisième composante qui est faite des pétroliers qui sont des gaziers, parce qu'il faut installer des centrales à gaz quand on met des énergies renouvelables à côté, et des financiers. Pourquoi? Parce que les Allemands ont réussi à faire introduire dans la réglementation à Bruxelles que l'électricité produite par les énergies renouvelables, l'éolien, solaire, est injectée prioritairement sur le réseau et que cette électricité est achetée à un prix garanti pour une durée garantie. Ça s'appelle quoi, ça? Un jackpot pour un gestionnaire de fortune. Donc vous avez là un réseau d'une puissance colossale qui est faite d'une part d'idéalistes et de politiciens, très bien introduits à Bruxelles notamment, et qui ont noyauté les rouages de l'administration française, des industriels qui font leurs affaires, bon c'est classique, on connaît bien le truc, et puis enfin les gaziers et les financiers qui eux aussi ils gagnent des quantités d'argent considérables. Mais moi je vais me faire le porte-parole des idéalistes qui disent ça ne m'étonne pas de vous. Qui disent aujourd'hui le nucléaire c'est une énergie qui est dangereuse, c'est une énergie qui est chère et c'est une énergie du passé. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, d'abord dangereuse, je l'ai dit tout à l'heure, celle qui a fait le moins de morts dans le monde, parce qu'elle est contrôlée, comme effectivement... Oui, mais elle est inquiétante. Alors, elle est inquiétante parce qu'il y a le mot nucléaire, et que nucléaire, il y a l'arme nucléaire, et les adversaires du nucléaire ont utilisé à la façon des sectes les arguments qui font peur. Quand on manipule les peurs, on instrumentalise les peurs, évidemment... Et Tchernobyl, c'est pas une... Alors, Tchernobyl, on pourrait en parler... détaillé, c'est effectivement le seul accident nucléaire où il y a eu des morts. C'était à la fin de l'Union soviétique, avec une technique qui n'est plus utilisée, l'uranium graphite gaz, qui n'est plus utilisé depuis bien longtemps en Europe occidentale, en France en particulier, avec les erreurs, des manipulations, une addition de fautes qui ont abouti à une catastrophe réelle. Enfin, sur le prix, mais écoutez, aujourd'hui, qu'a fait le gouvernement quand il a voulu limiter à 4% le prix de l'électricité qui aurait dû augmenter de 40%? Et il a demandé au nucléaire de vendre son électricité à peu près 5 fois moins cher que le prix du marché. Et bien c'est grâce au nucléaire qu'on a l'électricité pas chère en France, le monde entier le sait. Jean Jouzel, alors moi je vais me faire le porte-parole dans l'autre sens maintenant, parce que Bernard Accoyer a dit quelque chose, il l'a dit en filigrane, mais c'est intéressant. Il dit finalement la société où les promoteurs du renouvelable sont ceux qui promeuvent également la décroissance. Oui, je veux bien répondre. Non, mais oui. Est-ce que on prend bien en compte, quand on prône l'énergie renouvelable, les demandes qui vont être de plus en plus fortes, qui pourraient être de plus en plus fortes si on continue à vivre de la même façon, en matière d'énergie et d'énergie électrique? Donc, alors, en matière d'énergie électrique, c'est important. Les deux peuvent être très différentes. Actuellement, l'électricité, c'est 25% de notre énergie. Il faut bien avoir les chiffres en tête. Discuter d'énergie et d'électricité. En France, c'est 25%? Oui. Je ne crois pas me tromper. Ah ouais. En fait, 2% de... C'est à peu près 25%. Ouais. C'est beaucoup. On peut rappeler les chiffres. Actuellement, le solaire, c'est 2%, l'éolien, 6%. Je crois que c'est 11% pour l'hydraulique, 70% pour le nucléaire. Donc, voilà. Ça, c'est pour l'énergie électrique, d'accord. Et ça représente 25%, parce qu'autrement, c'est des fossiles qu'on importe de partout. Et c'est quoi? C'est le pétrole à 55% à peu près? Pétrole et gaz. Ouais, pétrole, gaz. En France, parce qu'il n'y a pas de charbon. En Allemagne, il y a beaucoup de charbon. Bon, il y a un peu d'autres nucléaires, de biomasse et tout ça, mais c'est vraiment... C'est marginal. Ouais, c'est marginal. Donc, comment a été construite là? Bon, d'abord, il y a une loi. Donc, le président de l'Assemblée nationale, il y a une loi. Donc il y avait la loi, et en plus le RTE s'en est libéré. C'est-à-dire que dans la loi, c'est affiché que la France devrait diviser par 2. Ça, c'est la loi déjà de 2005. Donc devrait dire voilà, c'est la loi qui dit que dans cette loi, on pense à la France vise une division par 2 dans sa loi de sa consommation énergétique à horizon 2050. Ça, c'est inscrit dans la loi. Alors, voilà, comme le rapport RTE s'est trouvé un peu, donc ils n'ont pas pris. Donc parce qu'on espère effectivement, à juste titre, beaucoup moins d'énergie, par exemple dans le bâtiment. Donc voilà, donc je me suis intéressé, j'étais très impliqué dans le domaine de l'environnement. On espère zéro carbone pour, par exemple, le bâtiment et l'urbanisme. Alors, ce qu'a fait RTE, c'est effectivement, ils sont un peu dégagés de la loi, ils n'ont pas divisé par 2, ils ont diminué de 40%.
parce que, et effectivement, quand on regarde la part de l'électricité, elle est en relatif, elle est plus importante en 2050, elle est à 55%. Après, il y a de la chaleur renouvelable, et puis voilà, donc, mais en absolu, elle n'augmente pas, la quantité d'électricité dans les rapports RTE. Hein, donc ça, c'est, voilà, ça dépend du scénario qu'on prend, mais elle n'augmente pas. Donc, alors, quelle était l'autre question? C'était pour une précision par rapport au rapport RTE. Oui. Moi, je vous ai posé la question sur la décroissance. Quoi, oui, alors voilà. Donc, oui, enfin, moi, je pense que, alors, quand on parle de décroissance, moi, quand on dit que c'est un changement profond de mode de fonctionnement de nos sociétés, franchement, oui. Neutralité carbone en 2050, c'est une société différente de celle d'aujourd'hui. C'est vraiment très clair. On ne va surtout pas dire le contraire. Hein, donc, voilà. Mais, vu du point de vue du climatologue, je le redis, c'est nécessaire. C'est nécessaire, tout simplement, si on veut que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter au réchauffement climatique. C'est ça le point de départ de notre discussion. Parce que moi, je comprends pas. Et je parle vraiment aux climatologues. Pour un climatologue, dans la mesure où on utiliserait une économie qui serait totalement décarbonée, oui. Peu importe le niveau d'énergie qu'on fabrique. Peu importe, non, c'est pas si simple, parce que, disons, du point de vue coût, par exemple, là aussi, le rapport RTE met en avant la sobriété et était plutôt en phase avec cette diminution de la consommation d'énergie en France. Non, mais le coût, c'est une chose, mais ça intéresse les gens de Bercy, ça intéresse pas les climatologues. Si, moi, non, là, je m'appuie sur le rapport RTE. Du point de vue, enfin, bon, je suis climatologue, mais je suis aussi citoyen. Ah oui. Bon, on peut pas dire le contraire. Donc, peut-être même un peu engagé, c'est pas le problème, mais pas c'est tout à votre honneur. Donc, c'est pas, donc, je veux dire, voilà. Mais, non, enfin, c'est l'hypothèse qui est prise, c'est très difficile, si, quand même. On a intérêt dans un pays comme le nôtre, disons, l'efficacité énergétique est importante, mais aussi la sobriété, c'est un peu faire attention à ce qu'on fait. Et donc, j'ai eu la chance de participer à la Convention citoyenne pour le climat. Il y a quand même des choses, des actes de sobriété énergétique qui seraient quand même relativement faciles à mettre en œuvre sans nuire à la qualité de vie. Si on parle effectivement d'un monde différent, je prends par exemple la limitation sur les autoroutes à 110 km/h. Bon, ça a été proposé par les citoyens, mis de côté. Je pense qu'elle a un intérêt parce qu'elle est assez symbolique. Tout le monde serait disons, dans le même bateau. Je pense par exemple, quand on regarde le transport, ce sont des propositions de citoyens, ce ne sont pas les miennes. Hein, mais bon, voilà. Le transport, effectivement, là, et c'est vrai au niveau planétaire, c'est vrai au niveau français, disons, l'augmentation du coût du transport, des émissions de gaz à effet de serre en France est largement liée par l'affection qu'ont nos concitoyens pour les SUV, pour les véhicules très lourds, soyons clairs. Donc, les 150 citoyens ont proposé de surtaxer au-delà d'une tonne 2 les véhicules lourds, et ça vaut aussi pour les véhicules électriques, hein, c'est un peu pareil, parce qu'il y a beaucoup de matériaux. Il y aurait plus beaucoup de voitures électriques. Oui, parce que les voitures électriques sont très lourdes. Non. Alors là, nous, on a une Zoé, je vous assure. Non, Bernard, on peut discuter. À mon avis, elle fait pas une tonne 2. Donc, voilà, je vais pas faire de publicité. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé dans la loi? Eh bien, elle est inscrite dans la loi, mais avec une tonne 8. C'est-à-dire que les citoyens, ça aurait été 25%, disons, de personnes, de surtaxées. Là, on n'est plus qu'à 2%. Le problème, c'est quand même qu'on retrouve, c'est assez intéressant, parce que les gens se moquent de moi quand je parle des 110 km/h. C'est quand même, quand vous regardez l'OCDE, c'est la première mesure qu'ils ont proposée, et je m'éloigne un peu peut-être de notre sujet, mais c'est quand même la première mesure qu'ils ont proposée, disons, dans le contexte de difficultés liées à la guerre russo-ukrainienne. C'est la première mesure, limiter la vitesse à 110 km/h. Enfin voilà, donc c'est assez intéressant tout ça. Donc je veux dire par là qu'un monde où il y aura un peu de sobriété n'est pas un monde, au contraire, c'est un monde attractif. C'est un monde de qualité de vie, la transition, disons, la neutralité carbone réussie. Et j'ajoute enfin que l'inverse de la neutralité carbone, c'est accepter que le climat, que le réchauffement se poursuit indéfiniment. Hein, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Hein, c'est pas un jeu. Hein, donc voilà. Mais ça, c'est le point de départ. Ça n'avance, ça ne fait pas progresser notre débat. Mais si un petit peu, parce qu'on va faire. Attendez, on va dire au débat. Non, mais je vais redire. C'est un industriel. Ce qui est important maintenant, oui, mais ce qui est important, je vais finir là, Bernard, c'est que c'est la quantité cumulée de CO2 qui va être émise, aussi bien en France que dans les autres pays, qui va compter. Donc, dans le court terme, je suis navré. Il y a, disons, le nucléaire
nucléaire. Alors, on peut débattre du nucléaire. Alors, je vais dire mon regret par rapport au nucléaire, qui n'est pas. Je vais peut-être le dire maintenant. Mon regret n'est pas. Je ne suis pas anti-nucléaire. Mon regret, évidemment, vous avez parlé, Bernard, d'un débat au Parlement. Mon regret, c'est qu'il n'y ait pas ce même débat sur l'énergie en France, alors que la PPE va être rediscutée en 2023. Je pense que, je dirais franchement, ça a été inélégant de la part d'Emmanuel Macron, je pense, de décider dans les 2 derniers mois du sort de l'énergie en France. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je ne suis même pas contre forcément la proposition qui a été faite. Mais je regrette, parce que vous avez regretté l'absence de débat, je regrette l'absence de débat. Alors, en tant qu'ancien parlementaire, je regrette la Convention citoyenne. Pourquoi? Parce qu'on tire au sort 100 personnes. Ces personnes, il faut qu'elles soient libres pour pouvoir venir à Paris plusieurs fois par mois. Est-ce que c'est un échantillon neutre? Non. 100 personnes, est-ce que c'est un échantillon suffisant? Non. Ensuite, on les forme. Qui les a formés? 3 des 100 personnes qui les ont formés, enfin des 30 personnes qui les ont formés, étaient favorables au nucléaire. Tous les autres étaient soit sur le reculoir, soit carrément hostiles. Il y a eu une sorte de préparation qui paraît problématique, mais surtout, on n'a pas abordé, et c'était cela que je voulais dire, parce que vous dites qu'il n'y a pas eu de débat lorsque Macron change d'avis sur le nucléaire, dans son discours du Creusot, mais on a interdit à cette Convention citoyenne d'aborder les questions d'énergie. Mais c'est absolument énorme. Je ne comprends pas que les spécialistes aient pu dire, bon, on va parler de tel ou tel problème, mais on ne parle pas des sources d'énergie. Or, la première source d'émissions de gaz à effet de serre, c'est l'énergie. Donc, on cherche des moyens d'économie. Et je suis d'accord sur la sobriété énergétique, sur les économies d'énergie, sur l'économie circulaire que je défends depuis bien longtemps. Mais admettez que les choses ont été abordées de façon un peu partisane, avec un préjugé antinucléaire, compris, admis, ou bien accepté ou avoué, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. Quant à la décroissance, non, moi je ne suis pas pour une société de décroissance. Je suis pour une société de consommation d'énergie. C'est pas bien sûr, pas pareil. Qui diminue prioritairement les émissions de CO2, c'est-à-dire qui sort des énergies fossiles. Et pour sortir des énergies fossiles, oui, il faut des énergies renouvelables, mais dans un pays comme la France, il est suicidaire, incompréhensible. Je dirais même que c'est une forme de trahison que de ne pas défendre le nucléaire, quand on connaît l'histoire du nucléaire et de la France, et l'apport que le nucléaire français a donné à la lutte contre les changements climatiques pour de très longue durée. Et je terminerai par le nucléaire, énergie d'avenir. Parce que tout à l'heure, vous m'avez questionné, est-ce une énergie du passé? Eh bien, ça, c'est la mantra des antinucléaires. C'est une énergie du passé. Il ne faut plus que les jeunes rentrent là-dedans. Il n'y a que des victimes. C'est des déchets qu'on ne sait pas traiter, ce qui est faux. Eh bien, on s'en est pris au nucléaire durable parce qu'il fallait que la France sorte de cette compétition. C'est un problème idéologique. Vous parlez de nucléaire durable? Attendez, ça existe, ça, le nucléaire durable? Les réacteurs à je me tourne vers le les réacteurs à neutrons rapides qui règlent le problème en grande partie des déchets qui font toute la polémique, alors que les déchets à haute activité, en France, depuis qu'on fait du nucléaire, ça tient dans une piscine olympique. Il faut quand même ramener aussi les choses à leur réalité. C'est dangereux, bien entendu, il faut les suivre, ils sont tous répertoriés. Et il n'y a pas que l'énergie qui produit des déchets radioactifs, il y a aussi le militaire, et il y a aussi le médical. Et quant à la liaison, et en ce moment il est important d'en parler, entre le nucléaire civil et le nucléaire médical, oui, je ne suis pas un pacifiste. Si je milite pour, militaire, excusez-moi, si je milite pour le nucléaire civil, c'est aussi parce que la France est une puissance nucléaire, et on se rend compte aujourd'hui que d'être une puissance avec une armée crédible, c'est important pour défendre la liberté. Bon, allez, des questions dans le public. Gérard Leclerc. Oui, sans être prendre le parti des nucléaires, des antinucléaires forcenés, ouais. Il y a quand même un certain nombre de questions qui soulèvent. J'en vois 3. 1, pour faire du nucléaire, il faut de l'uranium. A-t-on la certitude qu'il n'y aura pas un problème d'approvisionnement d'uranium, sachant par exemple que celui qui vient en France, et en particulier du Niger, qui est une zone dangereuse. Deuxièmement, les déchets. Pour l'instant, les déchets, on ne les a pas véritablement traités puisqu'ils sont toujours stockés en surface. Et donc, des déchets qui sont radioactifs pour des siècles, etc., on n'a pas véritablement la solution sur les déchets. Troisièmement, la guerre d'Ukraine
a montré le danger qu'il y a sur les centrales nucléaires existantes. On a de nouveau frôlé l'accident à Tchernobyl, et il y a d'autres centrales. Est-ce qu'il n'y a pas ce problème de la sécurité? Enfin, dernier point, très rapidement, sur l'intermittence, quand il y a eu en février, je crois, à un moment, une vague de froid en France et qu'on a craint qu'il y ait eu un problème, on s'est rendu compte qu'il y avait 29 centrales sur 56 qui étaient à l'arrêt pour des questions de maintenance. Est-ce que ça ne prouve pas que la question de l'intermittence se pose aussi pour le nucléaire et pas seulement pour les énergies renouvelables? Bon, alors 4 très bonnes questions sur la dépendance à l'uranium. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de dire, ben voilà, le nucléaire, c'est une énergie, on est parfaitement indépendant. C'est vrai que l'uranium, on l'achète beaucoup au Niger. Alors, il n'y a pas que le Niger. Les approvisionnements sont un peu répartis sur toute la planète. Il y a le Canada, il y a d'autres pays en Europe centrale, et le risque géopolitique sur l'approvisionnement n'est pas le principal. Et ensuite, le prix actuellement est bas, il augmentera. Il y aura certainement un choc nucléaire dans le monde, parce que quand tous les pays auront constaté qu'ils n'arrivent pas à maîtriser leurs émissions, eh bien, ils vont se trouver tout ce qu'ils pourront le faire au plan technologique. Ils vont se tourner vers le nucléaire, et donc les réserves, dans un siècle, pourraient effectivement s'épuiser. Mais si la France n'avait pas, et elle peut y revenir, lâché dans le nucléaire durable, c'est-à-dire les réacteurs à neutrons rapides, qui consomment l'uranium appauvri et le plutonium que fabriquent les réacteurs des générations précédentes, on en a en indépendance totale et en gratuité, on en a pour plusieurs millénaires. Donc c'est pourquoi les antinucléaires se sont acharnés contre la 4e génération, parce que c'est le nucléaire durable et que là il y a un problème. Deuxièmement... Attendez, voilà. Chacun répond, non, vous êtes d'accord sur le... Oui, et bon, alors sur les déchets maintenant. Sur les déchets, d'abord il faut savoir de quoi on parle. Il y a des déchets à faible activité, et il y a des déchets qui sont très dangereux, à forte activité ou moyenne activité et vie longue. Vie longue, c'est des centaines de milliers d'années. Donc c'est pour ces déchets, qui, je l'ai dit tout à l'heure, occupent en France un volume équivalent à celui d'une piscine olympique. Le projet d'enfouissement en couche géologique profonde, en Lorraine, à Bure exactement, est un projet qui est abouti au plan des études, qui n'attend qu'à être lancé, comme il l'est en Suède, comme il l'est en Finlande. Les gens sont pas contents d'avoir une, comme ils sont pas contents d'avoir une éolienne. Non, mais à Bure, c'est autre chose. Vous allez avoir les gens de Notre-Dame-les-Landes qui ont déménagé pour aller à Bure. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est vrai et c'est officiel. Mais c'est la même mouvance, en réalité, qui a aussi la capacité de transhumance. Donc, CIGEO, ça existe, ça demande qu'à être mis en œuvre, c'est sécurisé, et puis, il y a encore une fois, je vous l'ai dit, les réacteurs à neutrons rapides. Tous les pays du monde s'y tourneront au tournant de la moitié de ce millénaire, la 4e génération, sur lesquels travaillent les États-Unis, la Russie, la Chine, le Japon et la Corée du Sud, et la France qui, elle, a décidé comme ça. L'EPR, ça n'a rien à voir. Alors attendez, je vais arriver à l'EPR. Non, mais attendez, pour répondre. Non, mais on va alors, sur les déchets, je vous aide. Non, moi j'ai deux choses par rapport à ce que vient de dire Bernard. Je pense qu'il ne faut pas effectivement faire une montagne de l'approvisionnement en uranium. C'est pas en faire, c'est pas. Donc voilà. Mais il faut aussi admettre que une fois que les installations sont construites, la seule véritable indépendance, complète indépendance énergétique, c'est le renouvelable. Donc, une fois qu'elles sont construites, parce qu'il faut aussi aller chercher. Donc, il faut quand même voir cette... donc, c'est vraiment une indépendance une fois qu'on a construit les panneaux solaires, les éoliennes. Donc, il y a pas... deuxième point, oui, moi je dis ma crainte, et je le dis, et je redis, je suis pas anti-nucléaire, mais ma première crainte par rapport au nucléaire, c'est un nouvel accident qui repose à la question de la filière complètement, et surtout le terrorisme nucléaire. Ça m'inquiète vraiment, et je veux dire, j'ai un peu peur que, disons, dans 20, 30, 40 ans, si on développe trop le nucléaire, eh bien, il soit aussi à disposition de groupes c'est vrai que ce que soulevait Gérard Leclerc avec effectivement ce qu'on a vu en Ukraine et des prises de contrôle de la centrale de Tchernobyl, on a craint évidemment le pire à ce moment-là, et sur d'autres centrales également, puisque l'Ukraine est un pays extrêmement nucléarisé. Oui, donc quand on parle des craintes, c'est les craintes que j'ai, plus le terrorisme nucléaire, ou enfin voilà, donc
Voilà. Là, vous n'avez aucune crainte, Bernard Accoyer? Non, mais tout est dangereux. Si vous avez un système... Non, mais prenons un système avec des énergies renouvelables partout. Tout ça est géré par informatique, parce qu'il faut compenser ici ou là, et l'informatique, ça bug parfois. Oui, mais justement, je viens de vous le dire. Il est clair que toute activité humaine comporte des risques, et que, bien que j'ai été président du groupe majoritaire au moment où on a introduit le principe de précaution dans la Constitution, je pense que c'est une grave erreur. La vie exige de prendre une petite part de risque. C'est l'histoire de l'homme, là encore, et le risque que nous avons avec les énergies fossiles et les émissions pour des dizaines de siècles de gaz carbonique qui vont changer complètement la face du monde et des espèces vivantes, c'est pas rien. Et je mets en face ces deux choses. Le risque terroriste, il existera pour tout et toujours, mais les EPR, qui sont, rappelons-le, au départ, des réacteurs franco-allemands. C'était en 92, avant que Schröder ne décide de sortir. C'est pour ça d'ailleurs que ça a été un dispositif extrêmement complexe, avec des règles qui ont changé en plus en cours de route, ce qui explique l'échec retentissant du chantier. Mais ce sont des réacteurs extrêmement solides, blindés, surblindés. Alors, évidemment, on ne peut pas résister à n'importe quoi, mais enfin bon, les mesures de précaution qui sont prises là sont absolument considérables. Voilà. Enfin, sur l'intermittence, parce que Gérard avait posé une question. Attendez, on va laisser répondre. Non, mais simplement parce que, beaucoup de points, on est d'accord, y compris. Oui, et je m'en réjouis. Sur le principe de précaution, on est en désaccord. Voilà. Le principe de précaution n'est pas de ne pas prendre de risques. Le principe de précaution, c'est d'évaluer les risques. C'est différent, Bernard. C'est pas pareil. Mais dans la tête des Français. Mais non, ça c'est... Non. Dans la tête, dans la loi. C'est assez différent. Voilà, c'est tout. Ce sont le principe de précaution. Mais dans la bouche des antinucléaires, le principe de précaution est une arme de destruction importante. Bon, je termine sur l'intermittence pour répondre à Gérard Leclerc. Oui, le principal facteur du fait qu'il y a à peu près le tiers du parc nucléaire français qui soit à l'arrêt, c'est les décalages liés à la maintenance et au rechargement en combustible en raison de l'épidémie de Covid, parce que les gens, il fallait pas qu'ils se croisent dans des espaces fermés. Alors, Jean Jouzel dit, c'est vrai. Oui, c'est vrai, le Covid. Et le deuxième facteur est un facteur intéressant, qui est ce qu'on appelle un incident générique. C'est la corrosion sous contrainte. C'est-à-dire qu'on a découvert, parce que les Français ont une autorité de sûreté qui est la plus rigoureuse et la plus exigeante et la plus indépendante du monde, et c'est une très bonne chose, ont découvert que dans certains circuits importants, il y avait de la corrosion. On a donc arrêté les réacteurs, on vérifie tous les autres. C'est un phénomène qui est mal connu, mais la connaissance progresse actuellement. C'est un facteur, encore une fois, un incident générique qui oblige à arrêter une partie du parc nucléaire. Depuis 2007, les patrons de l'autorité de sûreté nucléaire avertissent les gouvernements en disant « il faut que vous gardiez une marge de sécurité importante en surcapacité de production nucléaire pour ne pas avoir un jour à choisir entre approvisionnement et sûreté. » Quand Madame Pompili, une antinucléaire assumée, quand Madame Pompili, l'hiver dernier, dit « je vais demander à EDF d'accélérer ses procédures », elle fait exactement ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'il ne faut pas faire le moindre compromis avec la sûreté. Mais les gouvernements, de droite comme de gauche, ont été défaillants sur la nécessité d'avoir une surcapacité nucléaire pour faire face à un incident générique toujours possible dans tout système industriel. J'ajoute que ces surcapacités, ça s'appelle avoir des parcs d'une capacité évaluée sans regret. Sans regret, ça veut dire qu'on en a beaucoup et qu'on peut l'exporter. Aujourd'hui, au prix où est le mégawattheure, qui a été multiplié par 4 ou 5 sur le prix de marché, évidemment que exporter l'électricité, surtout quand les éoliennes et les panneaux solaires ne marchent pas, c'est une rente formidable. Donc économiquement,
c'est évidemment une opportunité considérable pour le pays. Non, mais c'est un peu anecdotique, mais j'ai compris, dans le système actuel de la CRE, sur les derniers mois, c'est le renouvelable qui a apporté pas mal d'argent à l'État. Donc, j'ai pas bien compris le mécanisme, mais c'est ce que j'ai lu. Alors, oui, mais en oubliant complètement que le renouvelable est subventionné pour 50%. Pour 50%. Mais c'est une volonté politique pour le développer. C'est ce que j'allais dire, disons, C'est un choix politique. Non, j'ai participé aussi, j'ai fait au CESE un rapport sur le renouvelable sur l'énergie. Hein, donc, oui, il faut effectivement, l'objectif d'une filière, c'est de devenir, adulte, mais il faut l'aider. Et on a aussi aidé toutes les filières à le faire. Et donc, je crois que cela, c'est raisonnable pour un pays. Et malheureusement, les filières du renouvelable sont toutes étrangères. Allez. Oui, alors ça, je veux bien en parler. Et pourquoi? Pourquoi sont-elles étrangères? Parce qu'on n'a pas voulu les regarder. C'est un choix politique. Voilà, c'est aussi un choix politique. On peut en parler. Le résultat est là. Oui, mais il est... Une autre question, Chomsky. Oui, vous dites que dans ces questions-là, il faut être adulte quand même. Moi, il y a une chose qui m'étonne dans ce débat actuel, qui s'accentue à l'heure actuelle, et c'est pas plus mal, sur le nucléaire. Pourquoi on n'enseigne pas davantage aux enfants, à nos jeunes, pas à la maternelle, évidemment, c'est pas comme la théorie du genre, c'est pour la maternelle, ça. Bon. Mais pourquoi aux grands, ceux qui en sont au bac aujourd'hui, hier, aujourd'hui, bon, pourquoi eux, on ne leur parle que des dangers? On a des enfants, j'en ai des enfants, des grands, des petits, bon, voilà. Ils sont obsédés par les dangers du nucléaire et n'en connaissent pas les avantages, le bon usage et ce qu'on est en train de faire justement pour le défendre. Ça, c'est quand même étonnant. Regardez Olivier de Lagarde qui dit qu'il a peur. Moi, ça m'étonne. Non, je vois bien. Il a pas D'abord, c'est pas dans sa nature. vous ne me faites pas peur, Madame Pilichowski. C'est pas mon but. J'ai pas dit que j'avais peur. Attendez, j'ai dit que je me faisais le porte-parole des Jean Jouzel. C'est quand même un peu faux. Disons, mais ils ne sont pas tous obligés de suivre Greta Thunberg, mettre à non, et c'est le répondre. Ils ne sont pas obligés, ça c'est autre chose. Disons, moi je suis plongé à double titre. Je me suis intéressé au programme des lycées, au programme des primaires. Oui. Je viens de remettre, j'ai remis il y a quelques semaines disons, Frédéric Vidal avec Lucas Badi, donc, disons, un rapport sur l'éducation à la transition écologique, qui n'est pas que l'énergie, que le climat et la biodiversité, aussi les aspects sociétaux, les aspects culturels, les aspects économiques. C'est ça la transition. Voilà. Donc moi j'ai ce souci et effectivement, il faut effectivement que nos jeunes, mais aussi quelle que soit la filière dans l'université, soient formés à ces problèmes correctement. Il faut connaître les bases. Je pense que j'ai essayé de pas vous dire trop d'erreurs. On peut continuer à discuter du nucléaire, mais non, disons, ce n'est pas dans les livres de première. Moi aussi, j'ai des petits enfants actuellement. J'en ai rédigé d'ailleurs, j'y ai contribué à certains. Ce n'est pas là que disons le nucléaire est aussi présenté comme une énergie qui ne produit pas de CO2, c'est très clair. Donc faut pas non plus, voilà, maintenant il y a un contexte effectivement un peu extérieur qui fait que les jeunes, c'est pas forcément à l'école. Et moi je plaide effectivement pour que cette formation, en tout cas, je suis très attaché pour l'université et les grandes écoles, soit effectivement correctement faite, avec les bonnes informations sur le nucléaire, sur le renouvelable, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Et c'est ça notre souhait. Ne croyez pas que... Mais bon, voilà, donc c'est vrai que les jeunes vont aussi se nourrir bien en-delà de l'école. Mais il ne faut pas systématiquement accuser les programmes scolaires dans ce cas-là. Je le pense franchement. Allez, il nous reste 3 minutes pour conclure, ça fait 1 minute 30 chacun. Et en guise de conclusion, moi j'aimerais vous demander, dans votre rêve, c'est quoi l'énergie qu'on consommera dans 50 ans? Alors on va commencer avec Bernard Accoyer, on laissera le mot de la fin à Jean Jouzel. Dans 50 ans, nous serons en 2072, donc en tant que médecin, je juge que dans la salle, nous serons, grâce au projet médical, encore tous ici. C'est Laurent Alexandre, ça, mais à part Laurent Alexandre, il n'y a pas beaucoup de... Attendez, excusez-moi, c'est pas parce que je serais mort que la question est pas intéressante. Il y a mon fils dans la salle. Cette plaisanterie. Vous voyez, donc... Bienvenue. Cette plaisanterie étant peut-être de mauvais goût, je dirais que dans 50 ans, c'est demain pour ce qui est de l'énergie. Parce que la politique énergétique, elle se prévoit
à plusieurs décennies, à un demi-siècle près, et qu'on doit faire confiance au progrès scientifique, mais aujourd'hui, la question du stockage, la question de la stabilité des réseaux, bien sûr qu'on les résoudra, mais on n'a pas encore la solution. Donc on ne sait pas quand on aura ces solutions. Et l'énergie, c'est stratégique, c'est vital. On ne peut pas jouer avec son incertitude. Parce que si demain, on a un blackout, et on peut en avoir un dans les années qui viennent en Europe occidentale, à cause de la carence en matière de développement du nucléaire, et de la lenteur et des insuffisances du développement des énergies renouvelables, eh bien, un blackout, c'est un événement catastrophique dans un pays développé comme le nôtre. Et donc la sécurité, c'est de réinvestir dans le nucléaire. Je suis d'accord avec Jean Jouzel. Comme on s'est arrêté pendant 20 ans de développer le nucléaire, eh bien, on n'a plus le temps de relancer suffisamment de construction pour répondre dans les 10 ans. Et on va faire quoi, Jean? On va faire, certes, du renouvelable, mais surtout, on va construire des centrales à gaz. Et il faudra importer ce gaz à un prix extrêmement élevé. Ce sera d'abord du russe et ensuite du gaz liquéfié. Et tout ça, c'est parce qu'on n'a pas géré avec le recul, avec la hauteur, avec la neutralité idéologique qu'il aurait fallu avoir, l'avenir de l'énergie en France. Jean Jouzel. Oui, d'abord, disons, je ne me suis jamais opposé au développement du nucléaire et disons, mon regret, je le redis, pour la décision. Alors, je redis, il faut accélérer pour le renouvelable, mais voilà, et il faut, dans ma position, il faut accélérer pour le renouvelable. J'aurais aimé, je l'ai dit, qu'il y ait un vrai débat pour le nucléaire, et pour l'énergie en général d'ailleurs, que les gens soient et peut-être qu'une convention citoyenne aurait été bien. Sur la convention citoyenne, l'interprétation que j'ai, ce n'est quand même pas celle-là. C'est pas qu'on a interdit, c'est qu'ils ne souhaitaient pas, parce qu'on sortait du mouvement des Gilets jaunes et donc de l'augmentation de la taxe carbone, et c'est clair que Emmanuel Macron, et il a, je crois, réussi, avait mis en place la Convention citoyenne aussi comme sortie du mouvement des Gilets jaunes. Et c'est ça le problème. C'est pas qu'on a interdit, non, on n'a pas interdit. Moi, j'aurais bien aimé d'ailleurs qu'on discute nucléaire renouvelable. Et je pense que ça mérite une discussion de ce type. Pas toute seule. Je pense que le Parlement, justement, pourrait, j'espère qu'il le fera, rediscuter. Voilà. Donc, on verra bien. Moi, il y a une décision qui est prise. Bon, disons, il y a 6 EPR supplémentaires qui sont dans les tuyaux. Peut-être qu'avant d'en mettre 14, il faut réfléchir à ce qu'on va faire déjà. Je veux dire, voilà. Écoutez, Ensuite, à 50 ans, il y a quand même, on peut peut-être quand même parler de la fusion. Moi, j'aime bien en parler des fois. Donc voilà, mais c'est difficile. Mais ça avance, Cadarache. Cadarache avance. Donc, après tout, si ça marchait, mais mon problème, non, il y a 54 ans que je suis au CE1, on m'a dit la fusion, ça marchera dans 50 ans. Et puis maintenant, ça ne marchera dans 50 ans. C'est un peu le problème. Maintenant, je suis un peu, mais c'est un peu ce qu'on me dit. Donc, mais voilà. Donc voilà, mais il y a quand même, moi j'ai soutenu ITER aussi, j'ai toujours dit que c'était intéressant, même si ça coûte beaucoup d'argent, c'est quand même, disons, j'aime bien cet esprit de recherche de toute façon, non, aussi bien, donc voilà, donc bon, on peut pas non plus abandonner, je ne parierais pas que nous aurons de l'énergie de fusion disponible, y compris dans 50 ans, 2072, mais c'est un espoir qu'on ne peut pas écarter comme ça de la main. Finalement, c'est un espoir qu'on peut avoir. Et les réacteurs à neutrons rapides? Oui, je sais pas. En tout cas, en France, si on ne relance pas la filière, ça se fera pas. Voilà. Et on en sortira. Bon, on aurait pu débattre pendant longtemps de cette question. On espère quand même que ce débat vous a intéressé. Remerciements, applaudissements quand même pour Bernard Accollet et Jean Jouzel. J'envoie au livre de Bernard Accollet, Une affaire d'État aux éditions Hugo Doc. Et puis sinon, vous pouvez évidemment lire le rapport du GIEC. Merci d'avoir assisté. Et celui de RTE, je vous le recommande quand même pour les gens qui sont intéressés. Et bien, je le montre. Voilà, le bouquin. Tout le monde me regarde, merci. Voilà, merci d'avoir suivi ce face-à-face. À très bientôt.